Bonjour Anna, Bonjour Lucille, j'espère que tu vas bien. Merci en tout cas d'être avec nous. merci à toi. Ravie de t'accueillir sur cette deuxième édition du Sauver, on n'est pas que des parents. Et aujourd'hui, on va parler du postpartum et du postpartum qui dure un peu plus longtemps que ce qu'on imagine, qui dure 3 ans. Je vais te laisser te présenter pour commencer. Alors, je m'appelle Anna Roy, je suis sage-femme depuis une dizaine d'années et je suis aussi chroniqueuse à la Maison des maternelles. J'ai écrit 12 livres, dont le dernier qui s'appelle Le postpartum dure 3 ans. Et je suis l'autrice de deux podcasts, un qui s'appelle Sage Meuf et l'autre qui s'appelle Tout sur elle. Super. Et le dernier livre, donc, comme tu disais, s'appelle Le postpartum dure 3 ans. Pourquoi cette envie d'écrire sur 3 ans? Parce qu'on dit l'amour dure 3 ans. Il y avait eu ce Oui, c'est livre. vrai ça, c'est vrai. Et puis on enregistre le jour de la Saint-Valentin, donc voilà, l'amour dure 3 ans, mais le postpartum aussi, donc pourquoi, d'après toi? Eh bien, ça m'est venu d'une constatation, c'est j'ai rencontré des dizaines de milliers de patientes et c'est quelque chose que je pressens depuis assez longtemps, mais j'ai mis longtemps juste à assumer cette idée d'intuition clinique où je vois que vraiment, aux 3 ans de l'enfant, les femmes vraiment basculent dans autre chose. Alors, en majorité, parce que bien sûr, il y en a d'autres, ça va être au bout de 2 ans, d'autres, ça va être au bout de 4. Hein. Mais il s'agit de faire une moyenne, une espèce de moyenne. Mais c'est vrai que vraiment 3 ans, globalement. Alors, aux 3 ans du dernier enfant, je précise. Hein, c'est-à-dire que si on a relancé les dés à chaque fois, ça veut dire qu'on peut rester en postpartum 10 ans. Hein, on peut imaginer si à chaque fois on relance les dés. Mais en tout cas, oui, c'est à peu près ce que j'observe dans ma clinique. Et c'est marrant parce que les dernières études sur le cerveau féminin parlent de cette durée, mais ça, je l'ai appris qu'après avoir écrit mon bouquin, parlent de cette durée comme étant effectivement une durée aussi de modification cérébrale. D'accord. Et tu dis donc rester en postpartum, donc concrètement, être en postpartum, pour toi, Oui. en tant que clinicienne, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Alors, pour moi, c'est vraiment une sorte de parenthèse dans la vie où en fait, on a. C'est comme un reset. Moi, j'ai toujours cette expression de reset heureux dans l'existence. C'est que vraiment, tout ce qui faisait notre vie va être réinterrogé. Et je ne dis pas que c'est mal, je dis que c'est réinterrogé. Notre vie de couple, par exemple, on était un couple, et puis on devient un couple parental. Ça a l'air de rien, mais ça change beaucoup de choses. Notre vie professionnelle, des fois, on n'a plus les mêmes désirs, on a envie de travailler plus ou moins, etc. Notre vie sexuelle, notre vie quotidienne, vachement impactée, notre vie quotidienne, etc., etc. Et tout ça, c'est ce que j'appelle le postpartum. Et le temps que tout ça se rééquilibre et qu'on trouve un nouvel équilibre de famille, professionnelle, nanana, nanana, je dis aux femmes, keep cool. Euh, voilà, si c'est 3 ans et c'est très bien comme ça. C'est un tellement grand bouleversement que ça paraît normal que ça dure aussi longtemps. Oui. J'avais récemment une cliente qui avait accouché, son bébé avait 1 mois, c'est assez récent en plus. Elle disait, ah, on n'arrive pas à trouver le... Alors, on a l'impression que ça bouge tout le temps, son rythme, notre rythme, etc. Et je lui dis, mais 1 mois. Enfin, c'était hier qu'il était dans ton ventre. Donc, voilà, on apprend aussi en marchant ensemble. Et puis, chaque âge de l'enfant va aussi avoir son lot d'impact sur sa vie de parent. Absolument. Et puis c'est vrai qu'à 3 ans, les bébés ne sont plus des bébés, c'est la définition officielle. Ils deviennent des enfants, les bébés. Et il n'empêche que ça change d'avoir quelqu'un qui parle, qui n'utilise plus de couches en général, etc. etc., etc. Ça change grandement le rapport à l'enfant et ça facilite quand même souvent la vie quotidienne, quand même. Ok. Dans ton livre, tu parles aussi de l'énergie et du corps de la femme, qui est évidemment assez chamboulée pendant cette grossesse, qui connaît des sauts de poids, notamment qui peuvent être assez impressionnants. Comment tu l'abordes avec tes patientes? Comment elles l'abordent et qu'est-ce qui se vit en fait? Parce qu'on ne vit pas toutes les mêmes choses sur ce sujet-là du corps et de Oui, la consommation. alors ça, malheureusement, c'est très difficile d'avoir des grandes lignes hein, parce que c'est tellement variable d'une femme à l'autre. Déjà, les changements corporels, il y a des femmes, ce sera rien. Il y en a d'autres, ça va être un truc fou. Et puis, il y en a qui vont très bien le vivre et il y en a qui le vivent très, très mal. Donc, on ne peut pas dire, voilà, ça dépend vraiment des femmes. En tout cas, c'est être, je dis juste à mes patientes, soyez sympathique avec votre corps. Il a fait un truc quand même, je veux dire, créer une nouvelle personne humaine, c'est quand même un truc spectaculaire. Il a mis quand même presque un an à le faire, parfois plus quand on a des parcours d'infertilité, etc. Parfois, il y a des femmes, elles ont mis 5 ans à avoir ce bébé et elles voudraient qu'en un mois et demi, c'est comme si rien ne s'était passé. Ah mais attendez, votre corps peut... Enfin, certains corps y arrivent, mais enfin, la plupart n'y arrivent pas. Et c'est pas grave. Et surtout, il y a cette question de l'énergie liée à la fatigue. Ça peut mettre le temps que l'enfant vraiment dorme de façon beaucoup plus régulière et durable. Il y a certains enfants, c'est très long. Et donc, on va retrouver une énergie vitale comme on avait avant
Eh ben, moi, je l'ai retrouvé, par exemple, au bout de 3 ans de mon dernier. Donc, j'ai mis 5 ans. Et je pensais, alors que j'étais devenue vieille, que c'était fini, que tout ça, voilà, je n'aurais plus jamais l'énergie, c'était fini. Et non, en fait, l'énergie revient. Donc, ça fait peur parce qu'on se dit, c'est long, mais en même temps, promis, l'énergie revient. Mais je suis contente parce que ma dernière a 2 ans, bientôt 2 ans, donc il me reste encore Ah, une petite année. mais tu verras. Ouais, j'ai hâte hein, parce que Mais franchement, vraiment, l'énergie revient. Chez la plupart des femmes, l'énergie revient. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a ce sursaut des femmes qui ont des enfants vers 30 ans. On les voit à 40 ans, elles sont dans le rayonnement, la pleine puissance. Oh, elles sont hyper énergiques, hyper belles, hyper solaires et tout. Moi, j'étais là, mais je ne comprends pas. Moi, j'ai 32 ans, je suis épuisée. Mais maintenant, j'ai compris parce qu'en fait, ouais. elles ont des enfants plus grands. Trop bien. Bah, vivement l'année prochaine alors que je sois à mon plein potentiel. Et j'espère que ça vous arrivera aussi. J'ai pas prévu d'en faire un entre-temps, donc normalement, je devrais y arriver. Et donc, ok, donc on aborde ça, c'est ok, mais comment concrètement enfin, tu vois, comment on l'aborde? Parce que ce changement-là, nous deux, on en parle. On va diffuser cette conférence, j'espère, au plus grand nombre pour informer les gens. Ton livre, il faut vraiment qu'il fasse le tour de la planète et qu'il aille entre les mains de pas que des mamans. Justement, ça serait bien que d'autres Ouais. personnes se mettent à le lire. Et pas que des papas, si vous voyez très bien ce que je veux dire. Donc, comment on fait, en fait? Parce qu'en fait, il y a quand même une pression sociétale de déjà le corps, l'énergie, la femme qui doit tout faire, travailler sans avoir d'enfants, avoir des enfants. Enfin, Ah non, mais c'est pour ça que moi, je me suis pris une claque, mais comme toutes mes patientes. C'est-à-dire que vraiment, on fait comme si au bout de 3 mois, la femme revient dans le jeu sociétal comme si rien ne s'était passé. Alors qu'on a encore le corps en vrac, qu'on ne dort pas la nuit, qu'on a un tout petit bébé. Enfin, non, mais malheureusement, c'est ça qui est tragique, c'est que je ne peux pas vous dire que j'ai une solution miracle. Si, je vais vous dire de vous faire aider, d'aller chercher des ressources, de vous informer au maximum, de comprendre que vous n'êtes pas seul, là, 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 là. Mais au fond, malheureusement, je crains que la plupart des femmes galèrent et que je ne puisse pas grand-chose à ça. Alors, bien sûr, il y a des femmes qui échappent, hein, il faut quand même être positif. C'est qu'il y a des femmes qui arrivent, je ne sais pas, alors est-ce qu'elles ont une énergie exceptionnelle, je ne sais pas le dire, mais qui vivent très bien ces changements. C'est vrai. Ou en tout cas, qui les absorbent. Mais ça dépend aussi du métier qu'on a, ça dépend des conditions de vie qu'on a, etc. oui, je pense que ça vient être démultiplié en fonction de la vie qu'on a, du passé qu'on a aussi, parce que on Absolument. parle souvent aussi de voilà, c'est le fait qu'on ait une cocotte minute et qui s'ouvre pendant la grossesse. Donc, selon ce qui a besoin de remonter, je pense que c'est plus ou moins aussi facile de le ravaler ou de le cracher. Parfois, il vaut mieux que ça sorte. Ce qu'il faut dire aux femmes, c'est que, elles ne sont pas seules, qu'on vit toutes peu ou prou la même chose, et que ça vaut le coup, du coup, de s'informer, d'écouter des témoignages. On se dit, ah, ok. Et puis après, essayer de prendre des mesures dans sa vie si c'est possible. Moi, je dis toujours, parce que je dis, il y a beaucoup de conseils de développement personnel qui disent apprenez à prioriser, là, faites si. Ouais, mais en fait, je ne peux pas prioriser entre une visite chez le pédiatre et donner à manger à mon enfant. Enfin, vous voyez, ce n'est pas toujours facile de prioriser. Donc, même si on dit ça, oui, bah, d'accord, ça leur fait une belle jambe à nos pauvres patientes chéries. Donc, ce n'est pas toujours facile, je veux dire. Ouais. On en parlait dans une conférence ce matin avec Delphine et Marion qui ont écrit un livre que tu as préfacé. Et on appuyait sur le point d'anticiper. Et un autre point, c'était prévenir l'entourage. Parce qu'on est quand même en train de voir les choses évoluer avec des papas qui sont de plus en plus impliqués, ou en tout cas des coparents de plus en plus impliqués. Et on a insisté sur le papa parce que Delphine nous partageait que souvent, quand c'est des couples, en tout cas deux femmes, c'était quand même plus facile et plus induit que la maman s'implique plus dans le postpartum. Anticipation et prévenir l'entourage, pour toi, c'est aussi, j'imagine... Indispensable, bien sûr. C'est pour ça que je dis que le volet informatif, il est fondamental. Maintenant, il y a plein de ressources, des ressources en plus qui sont gratuites. Et je pense que ça, vraiment, c'est une chance. Et les femmes le disent d'ailleurs. Moi, j'ai beaucoup de patients qui ont eu des enfants il y a 10 ans et qui ont un deuxième ou un troisième maintenant. Et elles disent, oh là là, mais ma vie aurait été tellement différente si, il y a 10 ans, j'avais eu tout ce truc d'informations, de podcasts, de bouquins, etc. Et de mouvements, même de réseaux sociaux. On critique beaucoup les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux ont permis de faire émerger ces questions qui étaient du domaine de l'intime autrefois. Et donc, moi, je m'en réjouis, vraiment. Oui, puis le documentaire dans lequel tu as participé de Eve Simonet a aussi apporté beaucoup. Absolument. En fait, toutes ces initiatives de femmes, il y en a eu plein. Il y a Ilana Wiesman, Céline Chadé, là, le Mois d'Or. Il y a eu plein de trucs. Il y en a plein. Et toutes ces petites pierres font que quand même, aujourd'hui, au moins, les femmes sont informées, 2, les femmes se sentent moins seules.
Ok. Et donc, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire là, une fois qu'on aura raccroché, que ce soit des femmes qui soient en postpartum, qui vont être en postpartum ou qui l'ont été et qui sont sensibilisées, qu'est-ce qu'on peut Alors, faire? alors concrètement, si vous êtes enceinte, déjà, commençons par les femmes enceintes. Là, vous raccrochez. Le première chose, parce qu'il y a plein de femmes qui me disent oh non, Anna, je ne veux pas savoir ce qui va se passer après, ça m'angoisse trop, là, là, là. Non, alors moi, je dis toujours à mes patientes essayez de ne pas faire la politique de l'autruche. De toute façon, il va y avoir ce changement de vie. C'est comme si vous changiez de boulot. Renseignez-vous sur ce nouveau travail qui vous attend. Et faites-le en couple. Donc, écoutez des podcasts, et même si vous dites que c'est nul, peut-être que l'information, elle va traîner dans un coin de votre tête, et le jour où ce sera utile, elle ressortira. Donc, écoutez des podcasts, lisez des bouquins. En couple, ça, c'est très important si vous êtes en couple. Faites-vous bien sûr entourer de professionnels de santé bienveillants, c'est mieux de les trouver pendant la grossesse, une sage-femme, un pédiatre ou un médecin généraliste qui fera le suivi de l'enfant. Allez voir votre PMI, voir s'ils sont sympas, s'ils proposent des ateliers. Armez la maison bien sûr en matériel nécessaire, enfin essayez d'anticiper au maximum, blindez votre congélo, enfin voilà, essayez d'anticiper tout ce qui peut être anticipé, ça c'est important. Et une fois que vous êtes en postpartum, alors pareil, toujours se faire aider au maximum, famille, amis, professionnels de la santé bienveillants évidemment. Toujours s'informer, le volet informatif est toujours très important. Et puis, moi, ce que je dis, c'est prendre le temps, oser écouter la petite flamme à l'intérieur. Ça fait très con de dire ça. Mais les femmes, souvent, elles ne se font pas confiance. Et par exemple, j'ai plein de patientes, ah non, je pense qu'il faudrait que je fasse 2 mois de congé parental, mais non, je pense que, en fait, c'est pas bien, il ne faut pas que je fasse ça. Oser écouter la petite flamme intérieure, poser les pour et les contre sur une feuille, tranquillement, et osez dire, faites des réunions avec votre conjointe ou votre conjoint, dire voilà, ça va, ça va pas, est-ce que ça, on pourrait faire mieux, est-ce que... Enfin, il faut oser beaucoup discuter sur la sexualité, la vie quotidienne, le travail et tout. Même si c'est inconfortable, parce que du coup, rien n'est jamais acquis, on a l'impression d'être sur des sables mouvants, de se dire oh là 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 là, ça tangue tout le temps, ça vaut le coup de se poser et de réfléchir. Oui, et puis c'est beaucoup plus posé que de faire une Oui, vieille remarque ou un vieux voilà, pétage de câble parce qu'on est fatigué et que forcément ça part un peu plus vite. Si on arrive à avoir cette exactement. discussion à froid, autour d'un petit verre, à un moment agréable, bah forcément c'est plus constructif pour tout le monde et on aura une conférence sur ce sujet-là autour du baby clash et voilà comment on fait pour éviter ça. On aura aussi, tu l'as évoqué, une conférence avec Camille Bataillon sur la sexualité qui est aussi un vaste sujet en postpartum. Donc, oui, c'est des sujets dont il faut parler à deux. Et l'entourage, est-ce que tu disais se faire aider, donc mobiliser voilà, les grands-parents, les tatas, les tontons, les amis pour qu'ils nous donnent de leur temps. Exactement. Alors, c'est vrai, c'est inconfortable parce qu'on est une génération où on a l'impression qu'on est très demandeuse parce que les gens ne le font pas encore spontanément. Quoi que ça change, là encore, entre maintenant et il y a 10 ans, ça n'a plus rien à voir. Mais osez les solliciter parce qu'en fait, eux, ils vont le prendre plutôt comme une marque de confiance. Si elle m'autorise à être dans ce cercle-là, juste après la naissance de mon enfant, c'est qu'elle me kiffe, en fait. C'est exactement comme quand on demande à quelqu'un d'être le témoin de son mariage, c'est une marque de confiance et en fait, ça fait plaisir aux gens. Donc, ça leur fera plaisir d'être dans votre cercle proche. Donc, osez demander de l'aide, il n'y a pas de honte. Autrefois, les femmes enceintes, et je parle en France, autrefois, je pense il y a 200 ans à peu près, les femmes, elles étaient comme ça. Elles ne faisaient rien. Comme on le voit actuellement dans d'autres cultures, elles n'étaient là éventuellement que pour nourrir leur bébé. Point final. Hein. Et donc, Pourquoi ça a changé? Pourquoi ça a changé? Enfin, c'est incompréhensible. et il y avait une cérémonie qu'on appelait des relevailles à 6 semaines où la femme, de nouveau, réappartenait au monde, etc., etc. Mais là, ce qui est sûr, c'est que les femmes ne sont pas assez aidées, donc il n'y a aucune honte à... D'ailleurs, moi, ça me fait rire parce que les couples, maintenant, le premier mois, souvent, ils sont tous les deux. Et même à deux, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ouais. Donc, c'est pour dire à quel point, quand on est seul, il y a des femmes qui y arrivent, mais c'est pour dire que c'est dur. C'est évidemment très dur. Pas de honte à aller chercher de l'aide. Et tiens, j'aime bien la parenthèse que tu fais sur les coparents et tout particulièrement les papas qui sont là maintenant un peu plus longtemps, qui se rendent un peu plus compte de ce qui se passe à la maison pendant qu'ils sont... avant, ils étaient au travail. Maintenant, dans la majorité, ils prennent un mois de congé paternité. Et tu les vois, ces papas qui ont peut-être pas vécu le premier congé pat et qui ont vécu le deuxième et qui disent ouf, oula, je n'avais pas réalisé en fait. Alors oui, mais encore, je dirais que c'est pas assez, parce qu'en fait, je trouve que les pères ne réalisent vraiment que quand ils sont seuls, par exemple, un week-end ou 4 jours de suite, seuls à la maison. C'est-à-dire qu'au fond, là, les pères, ils réalisent quoi? Ils réalisent à deux, c'est dur. Mais ils font pas l'expérience de la solitude avec un bébé non plus toute la journée. Donc, il y a encore, pour moi, ce palier, parce que mon mari, je l'adore, hein, mais il disait, allez, à vous, ouais, tu glandes un peu. Enfin, je veux dire, bon, le congé mat, c'est un peu cool, quoi, tu vois. Et puis un jour, je l'ai laissé.
Je l'ai laissé seul avec les petits, vraiment seul. Et il m'avait « Ah, au secours, mais c'est trop dur, reviens, je t'en supplie !» Voilà, c'était pas du tout une séparation, hein. C'est juste que je lui ai fait faire l'expérience, parce que j'avais du boulot, de rester avec les petits comme je le faisais moi. Voilà. Donc, oui, bien sûr, c'est un super progrès, mais les coparents, et c'est normal, parce que c'est difficile d'imaginer. Et donc, les coparents réalisent souvent que quand ils se retrouvent seuls, ils font « Oh !» Mais c'est bien, je trouve. Alors, c'est chacun. J'aime bien parler de curseur. Chacun, enfin, en tout cas, chaque moment, quand elle le sent, etc. Mais c'est vrai que cette expérience, mon mari l'a vécue aussi, surtout pour notre deuxième. Le premier, j'ai pas su lâcher avant. Mais, et en fait, c'est vrai qu'à partir du moment où j'aime à dire qu'ils ont la tête dans le caca, c'est là qu'ils se rendent compte que, purée, ça pue, en fait. Purée, c'est compliqué de gérer le bain. Moi, c'est surtout, ils sont un petit peu plus grands. Donc, je suis toujours en postpartum, mais 4 et 2, le tunnel du soir en rentrant de l'école, voilà. Il faut que ça roule, parce que s'il y a un petit grain de sable, ça peut vite dérailler. Voilà. Et s'il est tout seul, je sais qu'il en chie et je reçois des messages « Oh, c'est l'enfer !» Oui, mais moi, je les gère tous. Tu en gères un de temps. Voilà, en plus. Voilà. Et moi, j'ai fait à manger quand il gère un tunnel. En plus. Et en plus, tu vois. Non, c'est non, mais en plus, je suis un tel mauvais exemple. C'est pour ça que moi, j'adore les coparents, je m'appuie beaucoup sur eux, mais quand il y en a qui fanfaronnent au bout du premier mois, oui, j'ai fait le congé paternité, j'étais très investie, etc., j'ai tout fait. Oui, je tempère, hein, je tempère. Voilà. C'est très bien qu'ils soient là, ok, mais qu'ils ne perdent pas de vue qu'entre être deux et être seul, ça n'a rien à voir, quoi. Rien. Ok. Oui, il y avait une question, je ne sais pas si on aura la réponse. Comment, parce que là on a parlé de la femme enceinte, on a parlé de la femme en postpartum. Après, je suis tata, je suis maman, enfin grand-mère, ou je suis juste, j'ai 45 ans, je ne suis plus en postpartum. Comment je peux faire bouger, aider, enfin qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour que ça bouge en fait? À part écrire des livres, je pense qu'on n'a pas toutes tes compétences. Non, mais c'est raconter ça. C'est-à-dire, et déjà avec les femmes de son entourage, par exemple, vous avez une femme dans votre entourage qui accouche, qu'elle soit proche de vous ou pas proche de vous. Voilà, écoute, je suis là, vraiment sollicite-moi, je serai heureuse et honorée que tu me sollicites. Donc vraiment fais-le en proposant par exemple une liste. Je peux te faire à manger, je peux te garder ton petit 2 heures pour que la femme ose, parce que sinon si vous dites si besoin d'aide, je suis là, ça c'est pas assez précis. Voilà, si ça, je peux te le faire sans problème. Je peux aller te chercher des trucs à la pharmacie, etc. Donc ça déjà, c'est énorme, parce qu'en fait, les femmes, quand elles reçoivent ça, elles se disent « Oh, super » et tout. Et en fait, la plupart, elles osent. Donc, proposer de l'aide, bien sûr. Et puis, informer de ça, par exemple, au travail, je pense qu'on a une responsabilité quand on a des collègues qui reviennent de congé maternité, c'est vraiment d'essayer de amortir leur retour, de dire écoute, on est là, je sais, peut-être que tu dors pas la nuit, si tu as besoin d'avoir une petite attention quand elle revient, je sais pas, vraiment être plus prévenant, se dire qu'une femme, en particulier dans les 3 premières années après la naissance d'un enfant, elle est fragilisée, en tout cas pour la plupart, et que donc elle mérite tout notre soin, tout notre amour, toute notre prévenance, vraiment faire attention à elle, quoi. C'est hyper intéressant ce que tu dis par rapport à l'entreprise. Je vais d'abord passer sur le SMS. Et, j'y avais pas pensé, mais c'est une super idée de vraiment lister. Et je me dis, une femme de 45 ans qui a des enfants un peu plus grands, qui a un petit peu plus de temps, entre guillemets, vraiment, peut, quand elle fait une quiche, prendre 2 parts et l'amener. Et au final, elle, ça n'a rien changé à sa vie. Et la maman, le lendemain, elle mange un truc sympa, etc., etc. Donc, super idée, la liste. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter à reproposer parce que je me place vraiment. Si on me le dit une fois, je vais te dire, bon, c'est de la politesse. Mais si on revient à la charge, forcément, ça va permettre de... Et il faut lister selon ses compétences à soi pour que ça sonne juste. Oui. Évidemment, moi, par exemple, je déteste, je sais pas, il y a plein de choses que je déteste faire. Je n'ai pas de compétences spéciales pour plein de trucs. Ça va sonner faux si je propose ça, les gens me connaissent. Par contre, si je propose effectivement un petit plat, moi j'adore cuisiner, bon, les gens... Donc oui, il faut proposer des choses qu'on est vraiment capable de donner. Oui, super idée. Et pour l'entreprise, on va avoir un volet lors du sommet autour de l'entreprise et notamment, je ne sais pas si tu connais, c'est tout nouveau, ça s'appelle la Tribu Café Couche et en fait, elle fait un jeu en entreprise autour de ce sujet de la périnatalité. Et en fait, autour d'un jeu de société, elle va sensibiliser les collaborateurs. Souvent, il y a la maman donc, qui est revenue ou qui va partir, en tout cas, autour de ces sujets, de dire, voilà, en fait, le retour de maternité, c'est tout ça. Et au travers d'un jeu de loi, en fait, on va pouvoir sensibiliser tout le monde dans un esprit ludique. L'idée n'est pas de leur dire, il va se passer ça. Et je trouve ça hyper intéressant
voilà, que l'entreprise se sensibilise sur ce sujet pour, comme tu dis, faire un tapis moelleux à la maman qui va arriver Exactement. en retour de congé mat. Super idée. Très bien. Tac, tac, tac. Est-ce que tu voulais partager autre chose C'est un sujet dont je peux parler évidemment pendant 8 jours d'affilée sans m'arrêter, mais bon, il faut bien s'arrêter. Donc, je ne sais pas si tu as des questions ou pas, tu me dis. Non, mais quelque chose qu'on n'aurait pas évoqué. Ton livre, tu avais écrit juste avant autour du postpartum, mais qui était plutôt un livre autour de l'organisation et de comment je vais le préparer. Le précédent. Oui, en fait, la vie rêvée du postpartum, en fait, le postpartum dure 3 ans, c'est un peu comme un tome 2. Le premier, la vie rêvée du postpartum, c'est vraiment plein de conseils pratiques, la rééducation du périnée, une sage-femme à la maison, blablabla. Et puis le deuxième, ça, on prend un peu plus de hauteur. Mais les deux, c'est pas du tout la même chose, effectivement, c'est pas du tout le même angle. Par exemple, pour une femme enceinte dont c'est le premier, je conseille plutôt le premier tome. Oui, qui va être plutôt pratico-pratique. Et qui voilà. va Et après, une fois qu'elle est en postpartum, à passer sur le second. D'accord. Et est-ce que ce livre, il a été envoyé au ministère, à notre cher président, Oui, à notre assemblée? malheureusement, je ne peux pas dire plus, mais oui. Ah, c'est bien, c'est bien. Un peu de teasing, c'est cool. Il faut que ça bouge. Et bon, c'est un train, hein, comme tu disais, toutes les initiatives qu'on voit, et c'est pas, c'est bien que ça fasse. Par contre, j'avais une question, tiens, qui me vient là. Je suis tout à fait d'accord avec ta vision de les réseaux sociaux ont apporté le fait qu'on délie la parole, qu'on en parle, qu'on est informé, et ça apporte beaucoup de choses. Mais moi, on voit aussi beaucoup de dépression du postpartum, du postpartum qui c'est horrible, c'est très dur, etc. Parfois, je me dis c'est dur pour une maman qui est un peu en période de sensible, que ce soit en fin de grossesse ou en tout début de postpartum, de voir tout ça. Enfin, tu vois, il y a un... Non, parce qu'il faut bien imaginer ça, c'est parce que ça, c'est dans notre monde où on connaît tous ces sujets, etc. Mais pour une femme lambda, comme j'en ai moi plein, les images majoritaires de la maternité sur Instagram, c'est des images de femmes ultra badass, ultra minces, ultra gaulées, ultra successful, avec des bébés comme ça, hyper gaulés au 1 mois. En fait, les comptes, on pense qu'ils sont majoritaires, mais en fait, pas du tout. Nos comptes ou les comptes de femmes qui racontent leur dépression sont extrêmement petits et minoritaires, eu égard à l'énormité du reste. Moi, j'adore Rihanna, mais hier, on a vu Rihanna enceinte de son deuxième sur la scène du Super Bowl. C'est super, mais voilà l'image. Et après, les femmes enceintes, elles se disent « Oh là là, mais moi, je suis une merde, j'arrive même pas à aller au travail à côté de chez moi. » Donc, je suis en leggings pourris sur mon canapé, je ressemble à une vache. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que... Elle est en bikini et elle est bonne. Super. Voilà, c'est ça. Nous, on a un gros biais, c'est qu'on pense que tout le monde connaît le postpartum, tout le monde connaît ça. Moi, ma patiente lambda que je reçois, là, j'en ai vu encore une qui ne connaît pas du tout ce milieu, elle n'a que cette vision, voilà, des filles ultra, de Constance Jablonski absolument sublime avec son bébé, etc. Voilà l'image qu'elle a de la maternité, elle n'a pas l'image de la dépression. Donc, par contre, le jour où elle fera une dépression, elle sera contente de voir qu'il y a un compte comme Postpartum ta mère, Le Mois d'Or, etc. Elle se dira, ou Dave Simonet, ah putain, je ne suis pas toute seule. Donc, non, il ne faut pas s'imaginer que le portrait est si noir que ça. Il est peut-être noir pour ceux qui connaissent bien ce sujet, mais sinon, non. Oui, on a forcément un biais. Totalement. Il y a un biais Totalement. Vraiment, hein, je vous assure. Okay. Tant mieux, ça me rassure un petit peu. Super. J'espère que le petit design que tu nous as fait va apporter plein de bonnes choses à cette société qui en a besoin. Je te le souhaite, je nous le souhaite, et je le souhaite à toutes les femmes qui nous regardent et tous les couples qui nous regardent, parce que j'espère qu'elles ne sont pas que féminines derrière leurs écrans, même si voilà, j'ai un avis sur cette question. J'ai comme un doute, si tu peux me permettre. Oui, comme un doute. Merci beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup à toi, Lucille. Merci beaucoup. Et on se retrouve demain pour de nouvelles conférences sur le thème de l'enfance et des neurosciences. Merci Anna et à très bientôt. À bientôt.